Bonsoir Philippe Aghion. Merci d'être avec nous, prix Nobel de l'économie. D'abord, bravo. Prix Nobel de l'économie aux côtés de l'américano-israélien Joël Mokyr et du Canadien Peter Howitt. Bienvenue. Votre réaction, je sais que vous l'avez déjà raconté, mais j'ai encore envie de l'entendre. Votre réaction quand on vous a appelé pour vous l'annoncer. J'y croyais pas du tout. Parce que j'étais convaincu que d'abord, ça n'irait probablement jamais, et certainement pas cette année. Donc je m'étais couché dimanche, tranquille. Je me dis, cette prix Nobel n'a absolument rien à voir avec moi, quoi. Et donc j'étais totalement surpris quand j'ai vu le chiffre 46, qui est le code de la Suède, s'afficher sur mon téléphone portable. J'étais un peu surpris. C'était à 10h30 du matin, lundi. Et voilà, ils m'ont dit, voilà, ben vous êtes... et je suis tombé des nues, quoi, complètement tombé des nues. Vous avez dit avoir pensé à vos parents à ce moment-là, des entrepreneurs. Oui, c'est vrai que mes parents étaient des innovateurs à leur façon. Donc c'est un prix qui récompense la croissance par l'innovation, d'accord ? Vos travaux sur l'innovation. Voilà, et enfin toute notre approche, on met l'innovation au cœur du processus de croissance et la destruction créatrice, le nouveau qui remplace l'ancien. Et c'est vrai que mes parents, c'était un peu ça. Mon père, il voulait faire la révolution sociale en Égypte en s'appuyant sur le mouvement surréaliste égyptien naissant. Et ma mère, elle a dit, il y en a marre il y en a marre des vêtements de luxe, comment on appelait ça, la haute couture, la haute couture. Et moi, je vais mettre quelque chose à la place qui s'appellera le prêt-à-porter, voilà, le prêt-à-porter, vraiment. Et elle a créé le prêt-à-porter de luxe. Elle a fondé la maison Chloé. Elle a fondé la maison Chloé. Mais c'était vraiment parce qu'elle avait l'idée aussi d'une... Voilà, je ne vais pas parler des femmes ici, un peu... Mais que les femmes elles vivaient pour plaire à leur mari. Elles changeaient de vêtements 5 fois par jour. Et elle, dans son image, la femme devait être quelqu'un de libre, qui porte le même vêtement toute la journée, qu'elle aille dans une fête ou qu'elle travaille. Et donc c'était une vision. Elle était une femme libérée et elle voulait que les femmes soient libres dans leurs vêtements. Et donc elle a eu... C'était vraiment ça au départ, et elle trouvait que les gens en France étaient très mal habillés. Il y avait la haute couture, et puis que la personne, le kidam, était très mal habillé, et donc elle a décidé qu'elle change. Donc ils ont été innovants, et voilà. C'est vrai que j'ai vécu, et beaucoup aussi de mes parents, c'était les surréalistes. C'est-à-dire qu'ils ont été très... Moi, je passais les vacances quand j'étais petit chez Tristan Tzara, le père du dadaïsme. Évidemment, quand tu as 6 ans, tu sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai baigné quand même, et mon père avait sa galerie de tableaux où Aragon, Éluard, et puis Tzara venait régulièrement dans sa galerie, quoi. Ça vous a décidé à faire de l'économie, vous, Non, moi, l'économie, c'est parce que j'ai fait de la politique au début. J'étais militant. Je voulais changer le monde. Et j'étais militant communiste au départ, je dois vous dire. Mais c'était l'époque de l'eurocommunisme. Mon héros était Berlinguer, qui était le chef du parti italien. Et le parti italien est devenu un bon parti social-démocrate. En fait, j'ai évolué comme le parti communiste italien. Je suis devenu un bon social-démocrate. Et vous avez fait donc de l'économie. 3e prix Nobel de l'économie en 11 ans en France. Il y a eu Jean Tirole, Esther Duflo et vous. Il y a quand même des écoles de l'excellence en France. Mais la France, c'est un pays génial. Donc je sais que les gens commencent à me dire que... Parce que dans ce pays, les gens râlent. Les gens disent on est mauvais, on n'est pas content. Et je ne sais plus qui disait de la France que c'est un paradis où les gens croient qu'ils vivent dans un enfer. C'était Sylvain Tesson. Je trouve que c'est tellement bien dit, quoi. Lui, il le dit beaucoup mieux que je ne le dis là. Et c'est exactement ça, la France. On est un pays plein d'atouts, plein de talents. Moi, depuis que je suis rentré en France il y a 10 ans, je travaille avec des jeunes formidables. Je n'aurais jamais eu un groupe de jeunes aussi bon, nulle part ailleurs. Alors, Philippe Aghion, et donc, maintenant, il faut arrêter de se plaindre et il faut qu'on se relève. Et il faut que la France montre au monde ce dont elle est capable. Et c'est la France qui va permettre de relever l'Europe. Voilà, absolument. Sans la France, l'Europe ne peut pas se relever. Et il faut qu'on arrête de discuter de trucs ridicules, comme la taxe Zucman. J'adore Gabriel Zucman, mais la taxe Zucman est une idiotie. Et il faut arrêter ça. Et il faut passer à quelque chose d'intelligent. Voilà. Juste un mot. Vous êtes quand même passé par la case États-Unis, Philippe Aghion. Vous avez enseigné à Harvard et ensuite vous êtes rentré en France. Donc pourquoi il y a eu un attrait des États-Unis à un moment donné? Non, mais les États-Unis, d'abord, c'est un pays formidable parce que c'est un pays... Les universités, le système universitaire est formidable. C'est-à-dire qu'on a une université et c'est vraiment le Humboldtien, c'est-à-dire les profs interagissent avec les profs et les étudiants osent poser des questions aux professeurs. Nous, on avait un système à l'époque assez mandarinal où on n'osait pas poser des questions aux professeurs, tandis que là-bas, j'ai vu des étudiants dire à des prix Nobel, vous racontez des bêtises. Et puis, un étudiant est perçu par les professeurs comme un futur collègue. Ça, c'est formidable. On te voit comme un futur collègue, on te traite d'emblée comme un futur collègue. Ça libère, ça, l'étudiant. Et donc, ça te libère, évidemment. Vous êtes rentré en France, donc vous dites quoi? C'était il y a 10 ans à peu près, vous êtes devenu professeur. Je suis rentré donc il y a 10 ans au Collège de France. J'ai quitté Harvard. Des gens m'ont dit au début, tu es fou de démissionner d'Harvard. Oui, pourquoi vous êtes parti des États-Unis? Je suis parti parce que d'abord le pays me manque. On a envie de rentrer chez soi à un moment donné. Et moi, chez moi, c'est en France. Voilà, c'est un pays que j'aime, c'est mon pays. Les États-Unis, c'est un grand pays, mais c'est pas chez moi. Et je voulais être chez moi.
Voilà. Et donc j'ai voulu rentrer et je pensais qu'en France on pouvait faire beaucoup de choses. Alors au début, les gens m'ont dit mais tu es fou, on démissionne pas d'Harvard. Mon salaire a été divisé par 3. Tu te retrouves dans l'endroit, voilà, il faut devenir un entrepreneur. Et j'ai décidé que j'allais bâtir un centre d'économie au Collège de France. J'avais eu des prédécesseurs au Collège de France, mais aucun n'avait jamais construit un centre d'économie. Et moi j'ai construit un laboratoire avec plein de jeunes autour de moi et on fait plein de choses. Et c'est axé sur l'innovation. Ça s'appelle un laboratoire d'innovation. Innovation Lab. Innovation Lab. Alors justement, sur l'intelligence artificielle, vous dites, Philippe Aghion, vous, que c'est une révolution équivalente à celle de l'électricité. Absolument, c'est une grande révolution technologique. Alors tous les économistes ne disent pas ça. Donc pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une révolution technologique, ça veut dire que ça affecte tous les secteurs de l'économie et nos modes de vie, et que ça va avoir un impact macroéconomique sur l'évolution. Donc ça veut dire plus de croissance, plus d'emplois. Ça veut dire aussi que beaucoup d'habitudes vont changer, que les firmes, les entreprises vont devoir se réorganiser, s'adapter à cette technologie. Alors évidemment, ça peut donner le meilleur ou le pire selon les institutions et les politiques qu'on met en place en face. Si par exemple, on se dote d'un bon système éducatif où on apprend à apprendre et tous les enfants, un système où comme on avait avant, on avait un très bon système éducatif, il s'est détérioré malheureusement. Il faut qu'on ait un bon système éducatif et qu'on ait par-dessus un bon système de flexi-sécurité à la danoise. Je pense que si on a un système comme ça, on va pouvoir vraiment tirer parti de la révolution de l'intelligence artificielle. Ça va créer des emplois en Europe, l'intelligence artificielle. Ça peut créer beaucoup d'emplois, absolument. Mais il y a plein de nouveaux emplois. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Mais il y a plein de nouveaux emplois qui vont se créer. Donc d'abord, en plus, les entreprises qui adoptent l'intelligence artificielle, elles deviennent beaucoup plus productives et donc compétitives. Et donc la demande mondiale pour leurs produits augmente. Et du coup, elles augmentent l'emploi. Cet effet de productivité contrebalance l'effet de substitution, que l'homme est remplacé par la machine. Mais pour magnifier cet effet de productivité, il faut avoir un bon système éducatif, parce qu'à l'école, on apprend à apprendre, et un bon système de flexi-sécurité par-dessus. C'est ça dont on n'a pas encore en France, voilà. Il faut apprendre en fait à domestiquer cette intelligence artificielle. Absolument, il faut apprendre à la domestiquer. Vous aviez conseillé Emmanuel Macron, Philippe Aghion, dans ce qu'on appelle la politique de l'offre. Alors c'était la flat tax, le plafonnement. Mais bien avant, depuis 2014. Oui, depuis 2014. Ça a commencé sous Hollande, 2014, avec le CICE. Le crédit d'impôt recherche. L'impôt compétitivité. Non. Oui. Après le pacte de responsabilité. Ensuite, il y a eu les lois Macron. Tout ça, c'est sous Hollande. Et puis après, il y a eu la flat tax, les lois Pénicaud et la formation professionnelle. Ça a été tout ça. Mais donc, moi, je vois ça depuis 2014, en fait. Donc, tout ça, c'était pour rendre la France plus attractive. C'était plutôt un succès. Et c'est devenu un pays plus attractif. Tous les sondages montraient que la France devenait un pays attractif. Sauf que le déficit public a explosé l'année dernière. Comment vous l'expliquez? Il a surtout explosé parce qu'on a prolongé le quoi qu'il en coûte trop longtemps. Mais ça, c'est pas la faute du président. Tous les partis politiques voulaient le prolonger parce qu'il y avait les élections de 2022 et aucun parti n'osait dire on arrête. Moi, je me souviens de débats sur le bouclier tarifaire. Même la droite disait il faut que ça soit pour tout le monde, pas juste pour certaines catégories. Donc, tout le monde est co-responsable du prolongement du quoi qu'il en coûte bien au-delà de 2021. Je veux dire, la responsabilité, elle est collective. On ne peut pas dire c'est juste le président de la République, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un problème d'indicateurs économiques, Philippe Aghion? Parce qu'on avait l'impression qu'il y avait des problèmes d'indicateurs économiques, une surestimation du taux de croissance. L'année dernière, quand le budget a explosé, tout le monde avait l'air d'être surpris. Bon, il y a eu des impôts. La sortie du Covid a été un peu compliquée pour tout le monde. Il y a eu plus d'inflation que prévu. Et les modèles économiques ne fonctionnaient pas avec ces taux d'inflation. Voilà. Et il devait y avoir des rentrées d'impôts sur les sociétés qui ne sont pas venues. Il y a eu comme ça des décalages à cause de la sortie du Covid. Mais donc ça, c'est un problème. Et il y a eu d'autres problèmes qu'on a prolongé le quoi qu'il en coûte trop longtemps. Mais je vous le dis, c'est pour des raisons politiques où tout le monde est responsable. Il n'y a pas eu un seul parti en France qui a dit stoppons le quoi qu'il en coûte. Il n'y en a pas eu un. Le gouvernement de Sébastien Lecornu n'a pas été censuré aujourd'hui, donc c'est une sorte... C'est formidable. C'est formidable, vous dites. Moi, je considère je suis ravi si j'ai un peu pu moi et d'autres y contribuer en disant... On pense qu'il faut une grosse réforme des retraites, il faut travailler plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps, il faudra augmenter le taux d'emploi des jeunes et des seniors, c'est très important. Il faudra reprendre le chantier de la réforme des retraites et une réforme profonde. Donc là, on est d'accord. Ça, c'est sur le Mais ça, c'est sur le fond, sur le moyen et long terme. Mais à court terme, il y avait un risque d'explosion et donc il fallait faire baisser la tension. Et le seul moyen, une autre censure aurait été dramatique pour la France. On aurait vraiment eu notre note encore dégradée, nos spreads qui sont les différences de taux d'intérêt entre nous et l'Allemagne qui auraient encore augmenté. Et vous avez vu que dès que Lecornu a prononcé son discours mardi, les taux d'intérêt ont baissé et la bourse est remontée. Dès qu'il a dit suspension de la réforme des retraites. Dès qu'il a dit, voilà, exactement. Et vous, c'est bien que
c'est vrai que Donc, vous avez il a raison de faire ce qu'il a fait. Vous avez dit qu'il faut arrêter l'horloge. Il faut stopper l'horloge pour le moment, mais il faudra proposer une nouvelle réforme, à mon avis, à point. Les Français n'aiment pas qu'on leur mette le couteau sous la gorge et qu'on donne des âges pivots, âges limites, c'est pas pour la France. Nous, il faut les points, c'est tout. Les points, justement. Il y a des manières, il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Les Français sont allergiques aux âges minimums. Ben voilà, tu contournes l'allergie, quoi. Voilà. La réforme, tu fais autrement. La retraite à points, c'était le projet d'Emmanuel Macron aussi en 2017. Mais c'est l'âge pivot qui a foutu tout en l'air. C'est l'âge pivot. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait Mais c'est l'âge pivot, il aurait dû dire à son Premier ministre de l'époque, pas d'âge pivot. Il n'a pas osé, il a été trop gentil avec son Premier ministre de l'époque. Je me souviens plus qui c'était d'ailleurs. C'était Édouard Philippe, n'est-ce pas? Okay. Dissolution du président Emmanuel Macron. Pour en revenir à cette dissolution qui est quand même à l'origine de cette instabilité ministérielle, Philippe Aghion, est-ce que vous vous dites pas quand même cette dissolution elle a un peu tout gâché parce qu'il y avait cette attractivité de la France liée à cette politique de l'offre? Non mais je vais pas vous dire, personne va vous dire qu'il fallait faire la dissolution. Non mais de toute façon voilà, vous voulez que je dise que j'étais contre la dissolution, bien sûr que oui. Évidemment. C'était quoi, du gâchis un peu, tout ça pour ça? Je trouve que c'est dommage qu'il y ait eu la dissolution. Ceci dit, en France, moi je ne me suis jamais privé de critiquer le président de la République. Déjà en 2018, nous avions fait une note avec Jean Pisani et le regretté Philippe Martin, où nous pensions que l'avion pensait trop à gauche, l'avion qui était centriste, d'aller trop à droite. Trop à droite, pas trop à gauche. Et on disait il faut faire attention. Et ensuite, il y a eu les Gilets jaunes juste après. Et au nouveau moment des retraites, moi j'avais dit 63 ans et revoyure. Ma position de 63 ans et revoyure, Xavier Bertrand et un autre regretté, Olivier Marleix, c'était sur cette position-là. Et je pense que si on avait fait 63 ans plus avec revoyure, Laurent Berger était d'accord, Marleix était d'accord, et on triangulait, comme on dit. Pourquoi ça s'est pas fait, puisque vous parce que certains, dans l'entourage du président, se sont braqués sur le 64 ans. Je ne veux nommer personne, et voilà. Mais je pense que ça a été une erreur de faire ça. Voilà. Mais donc je ne me suis pas privé de critiquer le président. Oui. Mais d'un autre côté, vous savez, en France, on adule son roi au début et on veut le décapiter après. Et ça devient comme, vous savez, ça devient comme le crime de l'Orient Express. Chacun arrive avec son poignard. Moi, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Je pense que le président a fait beaucoup de bonnes choses dont je vous ai parlé, toutes les bonnes politiques qui ont été faites. Mais la dissolution, c'était pas une bonne chose. Et puis, il y a des choses, voilà, des choses que je suis pas d'accord. Mais je ne veux pas jouer le jeu du bashing, comme on dit en anglais. Un mot sur la justice fiscale, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment. Moi, je suis pour la justice fiscale. Mais la justice, ce n'est pas que la justice fiscale. Pour moi, la justice, c'est d'abord l'école. Vous savez, voilà, mais non, mais je suis désolé de le dire. Je vois même des gens de gauche maintenant, et des gens très bien, ils mettent leurs enfants dans des écoles privées. Et il y a de très bonnes écoles privées. Donc je ne suis pas contre l'école privée. Et il faut les aider. Mais je vois des gens qui ont le cœur à gauche et qui disent je n'ose pas pour mon enfant le mettre dans une école publique. Alors d'abord, il faut le dire que le système de l'éducation nationale est un merveilleux système. Moi, je travaille beaucoup avec l'éducation nationale. Vous dites que ça s'est beaucoup détérioré. Mais les profs sont fantastiques, mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de travailler. Il faudrait les payer mieux. Il faut les payer mieux, moins de gens dans les classes, pouvoir vraiment suivre suivi des élèves et donner les moyens, se concentrer sur les savoirs de base, calcul, dictée, etc. Mais donc l'inégalité pour moi, elle est d'abord à l'école. C'est sur la justice fiscale, voilà. Je vais y revenir tout de même, la taxe Zuckman qui vise donc à taxer à hauteur de 2%. Elle est mal ciblée, elle manque sa cible. 100 millions d'euros. Mais c'est pas le bon moyen. Les socialistes veulent en débattre, ça va retourner sur la table. On débatte, mais je pense que c'est pas le bon moyen. Je pense que ce qu'il faut faire. Pourquoi vous y opposez? Moi, d'abord, je pense qu'il faut faire. Je pense qu'il y a un vrai sujet que tout le monde, moi par exemple, le prix Nobel avant était pas taxé. Maintenant, il va l'être. Je suis ravi de payer des impôts sur le prix Nobel, d'accord? Je pense que tout le monde doit mettre la main à la pâte, y compris les gens les plus riches, mais pas sur le type productif, parce que il faut pas. Je pense qu'on ne peut pas distribuer ce qu'on ne produit pas. Il faut d'abord produire pour distribuer. Si vous touchez à l'outil productif, vous réduisez la masse de ce que vous pouvez distribuer. Donc pour moi, ça c'est un principe de base. C'est ça qui fait que je suis un social-démocrate. Une taxe sur les holdings, je crois beaucoup. Alors, il peut y avoir des taxes. Taxe sur les holdings. Alors ce qui est important, c'est de. Voilà, il y a des gens par exemple qui utilisent des holdings patrimoniales pour acheter des chalets ou des avions privés sur la holding en payant les impôts des holdings. Ça, c'est pas possible. Bon, la niche du trail, elle est très bien, mais il y a un usage abusif de la niche du trail. Je pense que tout ça doit être mis à plat et il faut faire la chasse aux abus. Voilà, ça je pense c'est important. Et je pense aussi que les très riches, il y avait cette idée de taxe différentielle sur les hauts patrimoines non productifs. Je pense qu'il faut que chacun contribue un petit peu. Voilà. Donc je suis pour qu'il y ait une taxation, mais elle ne doit pas être dissuasive, elle ne doit pas décourager l'innovation. Et je veux pas que l'IA nous échappe. Avec la taxe Zuckman, il n'y a pas d'intelligence artificielle en France. C'est très simple. Taxe Zuckman, Monsieur Manch, où il s'en va, où il fait un boutique. Le patron de Mistral. Mistral disparaît.
tout de suite. Ou c'est ailleurs ou ça disparaît. En fait, Zuckman dit que de toute façon, l'État pourrait prendre 2% par exemple Zuckman, du capital. il y a Zuckman, Manche c'est terminé. L'IA se fait ailleurs, je vous le garantis. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait une start-up innovante, qui est très valorisée, qui ne fait pas de cash flow, au lieu d'utiliser, d'emprunter pour investir dans l'innovation, il ou elle doit emprunter pour payer ses impôts. Des impôts sur un profit qui n'a pas été généré. Donc vous êtes en concurrence avec des gens dans d'autres pays qui n'ont pas ce problème-là. C'est évident que vous perdez la partie, quoi. C'est perdu d'avance. Et c'est comme vous anticipez que vous perdez la partie, vous dites je mets la clé sous la porte, je fais autre chose, je vais dans, je sais pas, je fais un autre métier, voilà, contemplatif, je deviens contemplatif. On va voir si vous avez pesé. On est très bon à être contemplatif, hein. On va voir si vous avez pesé dans le débat, justement, puisqu'elle va Mais je suis certain qu'on va peser, parce que même quelqu'un comme Hollande, il le sait très bien. François Hollande, qui est un homme raisonnable, il le sait très bien. Pardon ? C'est pas lui qui est aux manettes pour l'instant. Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens raisonnables et ils savent très bien que l'attaque Zuckman, c'est pas sérieux. Mais Gabriel Zuckman, je veux quand même le dire ici, c'est quelqu'un, un grand économiste et c'est un type merveilleux. Et donc, et vraiment, il mérite beaucoup. Mais sur cette histoire de taxe, nous avons une divergence. Voilà. Merci Philippe Aghion d'avoir été avec nous, prix Nobel de l'économie. De nouveaux projets avec le prix Nobel ou pas ? Pardon ? Des nouveaux projets avec le prix Nobel ? J'ai plein de projets de recherche. Je ne vais pas changer quoi que ce soit à mon programme de recherche parce qu'à cause du prix Nobel. Merci. Au contraire,